On les a plantés en 2003, année de la sécheresse, et elles ont énormément de mal à pousser. Sur les terrasses en plus, vous voyez. Oui, ouais, et c'est assez dur à faire partir. Ouais. On est habitué à avoir un climat comme ça, et donc bon, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel l'année dernière et cette année, mais bon, on est hyper vigilant, quoi. Oui. On mettrait un bordelais ici, je pense qu'il aurait des soucis à se faire. Bah oui, c'est le commencer, qui doit représenter à peu près 60% de l'encépagement. Petit Mansin qui doit faire 65 pour le gros, ça doit faire 25-30 pour le petit, et après il y a 5% qui sont avec du courbu. Courbu, oui, ça j'avais entendu. Camaralais et Lausée. Ah, ça je ne connaissais pas, Camaralais et Lausée. Voilà. Donc ça c'est les cépages qu'on a encore. Moi j'ai planté 1 hectare de Camaralais là, qui vont rentrer en production cette année, qui sont plutôt destinés à faire des jurançons secs. D'accord, a priori. Pour le blanc sec, d'accord. Voilà, qui apportent des notes un peu fleuries, un peu moins d'alcool que les gros Manciens. Oui, oui. Donc un cépage pour l'assemblage en fait. D'accord. Enfin, qui est là en mélange avec les dominants. On va les planter. D'accord. On va les vinifier à part pour voir ça. Donc là on est sur du petit Mansin. Oui. D'accord. Qui a 10 ans, il a 10 ans cette année. D'accord. Vous voyez, c'est une jolie sortie quoi. Hein, oui. Là il n'y a pas du tout de coulure, mais c'est pas assez résistant en fait. Oui. C'est rustique. C'est rustique. C'est comme les vignerons. Voilà. Donc là depuis 93 on a une station météo là qui nous aide pour justement pour les traitements, hein, c'est un chinois, etc. Et à partir de ces données-là, qui partent directement à la chambre d'agriculture, il y a des logiciels qui se font et qui permettent, qui nous disent attention, là il y a de fortes pressions milieu, il faut traiter, ou là vous risquez rien pendant. Voilà. Et donc en fait Jurançon, dans l'appellation, les gens faisaient un peu de tout. Et on mettait des vignes et là on pouvait faire ni maïs ni élevage. C'était un peu la règle. Quoi. Ça a changé depuis maintenant 20 c'est ce que j'ai fait. En 86 je me suis installé ici. J'ai commencé avec 2 hectares. Et petit à petit on a un peu grossi. Maintenant on a 16 hectares et on ne fait plus que ça. D'accord. On ne fait plus que de la vigne. D'accord. Vous voyez les terrains ici. Oui, oui. En tout j'ai 40 hectares de terre. Oui. Et je dois avoir, sur les 40 hectares, je dois avoir 1 hectare, 2 hectares de plat. Ouais, là c'est impressionnant. Ouais. En fait, ils sont pratiquement tous en terrasse. Oui, tout en terrasse. Ouais. Mais moi, je suis pas partisan des terrasses. Ouais. Je suis pas partisan parce que je trouve que qu'on bouge le sol et le sous-sol. Bah oui. Il n'y a pas de mystère. Hein. Oui. Si on fait des terrasses comme vous avez là, vous avez passé automatiquement, vous avez la terre arable qui va être enlevée d'un côté, même si certains l'ont fait, mais je sais pas si c'est très très bon. Quoi. Ils enlèvent et ils remettent après dessus. Ouais. Je sais pas trop. Donc tant qu'on peut laisser dans le sens de la plante, voilà, etc., on le fait. Bon, après, c'est vrai que c'est quelquefois c'est risqué. Ah oui, c'est clair. Souvent on fait de la logistique. J'ai vu beaucoup de parcelles enherbées quand même, d'une manière générale. Partout. Ici. On est un peu obligé. Pour retenir, sinon ça. En moyenne, on a 1100 mm d'eau. Ouais. Donc on est obligé d'enherber. Bon. Il y a 25 ans qu'on a commencé l'encépagement, c'était au moins 90% de gros Manciens. Ah oui. Tout le monde parlait du petit, mais le petit... parce qu'en fait, le petit, c'est un cépage qui donne des rendements assez faibles. Oui. Donc si vous voulez rentabiliser l'exploitation, il faut vendre cher. Et là, les gens sont pas prêts. Et il y a 25 ans... personne n'achetait une bouteille. Personne n'achetait des bouteilles chères. Et donc ça s'est fait un peu petit à petit dans le temps. Et bon, moi j'ai misé sur le petit cépage. Après, on peut améliorer, etc. Donc même en maturité, les graines ne se touchent pas. D'accord. Quand il y a de la pourriture, elle va attaquer, par exemple, ces 3 graines. Mais elle ne contaminera pas le reste. Elle va contaminer le reste. D'accord. Donc il suffit derrière d'un coup de vent et tout va sécher. Et ils tomberont de même. D'accord. Ça c'est bien. Ça c'est le gros avantage des petits Manciens. Ce qui permet d'avoir, contrairement à beaucoup d'appellations de liquoreux en France, que ce soit les vins de Bordeaux, la vallée de la Loire, même les Alsaces, c'est qu'on est les seuls à travailler obligatoirement en passerillage. Oui. Et on ne recherche absolument pas la pourriture. Ça peut arriver, ça nous est arrivé sur quelques millésimes, 94, 98,
et encore à 20%, parce que ici, quand on voit nous de la pourriture, même si elle est noble, oui, vous n'aimez pas. Ouais, bah oui, vous n'aimez pas, c'est pas votre truc. D'accord, c'est pas votre truc. Donc on a rarement de la brume ici. Hein. D'accord. C'est très très rare. Ça c'est le chai à barrique. Là où on vinifie en fait. Cette année on a vinifié ici donc les petits mansins. Donc cuvée Thibault et Pierre Blanche. En sec et en moelle. D'accord. Là aussi, donc là, quand j'ai commencé, ici c'était là je faisais tout. Ici on faisait la mise en bouteille, on stockait toutes les bouteilles, on faisait l'étiquetage. On a commencé ici dans ce petit chai là. Et ici beaucoup, Pays Basque, Béarn. Oui. Quand il y avait une grosse famille, souvent c'était des toutes petites propriétés, souvent l'aîné reste à la ferme, le second il fait curer, et le troisième il se bat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Basques et de Béarnais qui étaient en Californie, en Floride, Nouvelle-Orléans, et d'autres qui allaient à l'Amérique du Sud, souvent en Argentine. Donc il y a beaucoup de gens, moi j'ai retrouvé des c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de tanins en Argentine. Oui, oui. Je pense qu'il y a l'Uruguay, mais en Argentine aussi. Mais donc, voilà, historiquement, et donc mon grand-père est né là-bas, mon arrière-grand-père aussi, et ils sont revenus, je vois, de la troisième génération, racheter ça. Voilà, c'est bon. Cuve de vinification, cuve d'assemblage, sont toutes régulées aussi, notamment pour les secs, pour garder un peu de... Belle charpente en plus. Ouais, ici quand j'ai commencé c'était une étable. D'accord. C'était une étable, donc tout ça, bon, j'ai poussé ici. Et donc au-dessus, vous avez, on a coupé des grosses poutres. Oui, pour surélever le bâtiment. Oui, bien sûr. C'est sûr que les cuves. Et là-dessus, normalement, c'était une grange à feu. D'accord. Bah oui. Là, c'est changé de raison d'être le bâtiment, mais c'est bien. Il vit toujours. Là-bas, qui sont toutes thermorégulées. On rentre peu de jus par jour, quoi. Moi, je rentre entre 25 et 30 hectos, quoi. D'accord. Les années qui le permettent, hein. S'il faut bombarder, on bombardera, quoi. Mais a priori, je préfère travailler des petits volumes, tranquilles, faire des pressés un peu longues, ce qui est le cas depuis pas mal d'années, quand même, déjà. Donc, on a des petits cuvons, on fait plein d'essais. Bon, on travaille pas mal en barrique, donc on essaie de vinifier et par parcelle, et par tri. Oui, pour donner la notion de terroir, garder chaque parcelle. Voilà, et puis pour voir ce que ça donne sur telle et telle parcelle, que ça sera la mieux adaptée à faire des moelleux, d'accord. D'accord. Bon, maintenant ça fait 20 ans, donc je commence à bien connaître mes parcelles, et je sais pertinemment que telle parcelle ne fera pas du moelleux, ou telle parcelle ne fera pas de sec, etc. Donc ça maintenant on commence à maîtriser. Après, là, ces barriques, là, cette année qui n'ont pas servi, parce qu'on n'a pas eu un millésime assez grand pour pouvoir mettre beaucoup de petits mansins en barrique, quoi. Par rapport à 2006, par exemple, on a fait 2 fois moins de cuvées, on va faire 2 fois moins de cuvées haut de gamme que peut-être même plus, on n'a pas fini encore. Et là, est-ce que vous faites sécher le parterre? Là, c'est de l'ortie. Oui, pour faire des houillis d'ortie. D'accord. On va faire un purée d'ortie. C'est ça. Qui sert c'est dans la gestion biologique, c'est fait partie des... Oui, on s'en sert pour faire... Là, on le fait sécher. On va faire un purée d'ortie pour servir d'engrais sur ce là. Sinon, on s'en sert également pour les traitements, pour renforcer.